Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance d'information publique. Malgré c'est écrit consultation, c'est de l'information publique, je pense que c'est important. Et le but de la soirée, c'est de regarder, en fin de compte, la concordance de nos règlements d'urbanisme par rapport à la MRC. La MRC émet des règlements et on doit s'assurer que ça concorde, que c'est harmonisé. Et ce soir, ça va être Marie-Ève Vincent, qui est urbaniste, qui va faire la présentation. Je pense qu'il y a 3 blocs d'informations. Il va y avoir des périodes de questions. On essaye de limiter ça à 15 minutes. Il y a beaucoup de matériel qu'on va présenter ce soir. Je vous signale que c'est de nature générale, donc si vous avez des cas spécifiques, ce n'est pas la place pour amener vos préoccupations spécifiques. Par contre, il va y avoir, comme j'ai dit, il va y avoir une période de questions et puis on va essayer au meilleur de nos connaissances de répondre à vos questions. Ceci étant dit, M. Beauregard, on se présente premièrement pour ceux qui ne connaissent pas. Alain Beauregard, qui est urbaniste, Marie-Ève Vincent, qui est aussi urbaniste, Michel Lafrance, maire. M. Beauregard, on me dit aussi qu'il faut parler lentement pour que les gens puissent... et parler assez fort. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Ah, ça va pas bien. Personne ne répond. On ne m'entend pas. Je prends pour acquis que vous m'entendez bien. OK, merci. Moi, mon rôle, ça va être de vous expliquer... en bon français, le frame de la soirée un peu, les grands thèmes, vous résumer ce qui va être discuté. Marie-Ève va donner le détail. Alors, mon explication sur le summary, sur les grandes lignes de la soirée, je la fais en français et en anglais. Puis ensuite, Marie-Ève va enchaîner, mais en français seulement, parce que vous allez voir que c'est des règlements assez longs, assez élaborés. Alors donc, je vais commencer tout de suite à mon résumé de la soirée. Je vais passer à la diapo suivante. Bon, là, ça va mieux. Vous m'entendez mieux? OK. Alors, ce soir, il y a 3 raisons pour lesquelles il faut modifier nos règlements. Je vais expliquer tantôt que ça vient des orientations gouvernementales. Qui a demandé à la MRC? La MRC demande à nous de faire des modifications réglementaires pour ces sujets-là. Donc, ça ne vient pas de la Ville. Puis l'importance de la distinction que je vous dis quand ça vient des autres, c'est des règlements de concordance. OK? Ce n'est pas des règlements de modification. C'est des règlements de modification, mais c'est des règlements de concordance. Alors, quand on modifie nos règlements pour être conformes à MRC puis au gouvernement, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de référendum. D'où le fait, comme M. le maire le disait dans le fond ce soir, c'est une assemblée d'information plus que de consultation. C'est ce que veut la loi. Donc, ce soir, on va vous expliquer les demandes à portée collective. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en zone agricole, là où il y a des concentrations d'habitation, les gens qui veulent ajouter une maison sur un terrain vacant, dans des endroits très précis, ils auront pu à demander l'autorisation en commission de protection de territoire agricole. Mais il faut qu'on modifie nos règlements pour localiser ces espaces-là. Ces gens-là seront quand même sujets à nos règlements de zonage, les marges de recul, tout ça, là. Ça ne changera pas. Deuxième chose, territoire incompatible à l'activité minière, c'est qu'à place de faire de la réglementation sur de simples distances séparatrices, à titre d'exemple, il nous est demandé de faire la localisation de où les activités minières, nous sommes prêts à les autoriser. Marie-Ève, à nouveau, va vous donner le détail de comment on va désormais les autoriser. Puis je vais le puncher un peu tout de suite. Là, vous allez voir qu'avec toutes les conditions qui s'en suivent, autoriser une future carrière sablière à Sutton, ça ne sera pas facile, ce n'est pas évident. Et finalement, la gestion des cours d'eau, ruissellement, ce qui est assez nouveau, c'est que désormais, l'eau de pluie, l'eau chez vous, vous la gardez chez vous. Elle est drainée chez vous. On ne la voit plus d'un cours d'eau pour faire des coups d'eau, générer des inondations, de l'érosion. Alors, c'est en gros les 3 sujets.
Alors, la façon de le faire, c'est que faut qu'on modifie notre plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est des généralités. C'est des objectifs, c'est des affectations, c'est des buts. Alors donc, on va dire, à titre d'exemple, ben, on va mieux protéger nos cours d'eau, on va autoriser certaines constructions, ça va rester général, mais au règlement de zonage, on va dire, à titre d'exemple, pour protéger les cours d'eau, des fortes pluies, vous gardez l'eau chez vous. Au besoin, on collecte plus les drains de pluie dans les réseaux municipaux. Au besoin de se faire un étang de rétention. Le précis là, qui découle du plan, ça va être ici dans les règlements. Donc, le plan d'urbanisme, les grandes lignes générales, règlement de zonage, lotissement, construction et permis et certificats, des normes précises qui vont vous être expliquées. Suivant. Bon, alors pour trouver les règlements sur le site de la ville, on va vous indiquer à quel endroit aller sur le site pour trouver les règlements que vous avez en copie papier à l'arrière. Voilà, vous allez à la date dans la page de menu d'accueil de la ville. Vous allez à la date qui est là, vous cliquez là-dessus et chacun des liens vous donne le règlement exhaustif que vous pouvez consulter chez vous. Donc, on continue avec la diapo suivante. Bon, OK, c'est ce que j'expliquais tantôt. Le gouvernement est à l'origine des modifications qui demandent à la MRC, qui, elle, nous demande de changer nos règlements. C'est pour ça qu'on parle de concordance. Alors, la concordance, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de référendum. Ce qu'on vous amène, il nous est demandé de le faire entrer en vigueur et ensuite d'être conforme, donc en conséquence au schéma d'aménagement. Suivant. Bon, alors pour sauver un petit peu de salive à Marie-Ève, parce que ce soir, la grande majorité des explications qu'on va donner sont sur les règlements, sur ce qui est précis et détaillé. Donc, moi, je vais lui passer la parole en simplement vous rappelant que la distinction entre le plan d'urbanisme et les règlements. Le plan d'urbanisme, c'est des objectifs, c'est des affectations, c'est des généralités. Et après coup, il faut être précis dans les règlements sur les engagements qu'on prend en vertu du plan d'urbanisme. Alors là, je ferai l'introduction en anglais. Et puis, vous allez me pardonner mes imperfections. On va revenir au début. OK, I will show you explain you in English the plan of the presentation of tonight. A summary, something you have to know to follow easily what we will discuss, okay? It's the plan de présentation. I will explain you three main reasons to amendment to modify our bylaw, and I will explain you the consequence when we do a modification. I will explain you why there is no register, no referendum after all the procedure pour entrer en vigueur, take in force, something like. Okay, so the subject, the first is demande à portée collective en zone agricole. In English, when you read the law, they use a collective scope or the structured tract of land in agricultural zone. It's where in our area of Sutton, what we call hamlet, okay, a short area where there is a lot of house, and between two houses there is a vacant lot, and grâce à des modifications réglementaires here, people don't have to go to CPTAQ to ask authorization. If you are in a îlot déstructuré, if your property is a déstructuré tract land and agricultural zone, you don't have to ask authorization to CPTAQ. Okay, it's like a short way to have authorization to build a house. Maria will give you detail about that. Next one is territoire incompatible à l'activité minière, English term in the law, mining incompatible territory. It's like a new way to
réglementer where we agree, where we accept a new carrière sablière mining. Okay, instead of distance, it's a specific area. Marie-Ève will show you where the specific area we will accept a carrière. But there is so much condition that she will explain you also that it won't be natural, not easy to have new carrière here. Last one is gestion des cours d'eau. In English, the main explication I can give you is it's like rainwater to drain on your property, not to evacuate water in a stream or lake. Okay, mainly when there is a rainy day, you have to keep water on your property. Okay, so you disconnect your drain, your roof drain to the réseau municipal. If need, you have a little réservoir en plein air, une espèce de petit étang, si nécessaire, mais il y aura des conditions précises pour exiger ça pour les nouvelles constructions. Okay, our next, okay, excuse me. Reviens, s'il te plaît. Okay, so that's why you have 4 bylaws. The first is for plans urbanisme, in English is program planning. Okay, planning program. Here is it's guideline. Okay, it's not specific. Here it's specific, each one. Okay, guideline, objective. We plan to have better protection of stream and lake. It is a guideline. But here now, zoning bylaw, subdivision bylaw, building bylaw, pyramid certificate bylaw. It's specific. An example. To protect the stream, your next building has to be at 10 meters of the stream. Okay, here it's a specific. It's this norm of from the plans urbanisme. Okay, alors c'est le lien entre tout ça. La suivante, s'il vous plaît. Okay, if you want to find all this bylaw on our site, we show you how to find. Je le refais. Oui. You go on the first page of the site, first web, and here you choose the date and Assemblée publique, and you will have all what you have with you tonight. Each one is here. Okay. For example. Okay. Okay. Reviens. Okay, that's what I said first. Because it's government first to initiate this amendment, this modify, ask the MRC to do the same, and the MRC ask us to modify our bylaw. That's why there is no register, no referendum. That's why tonight it's an information meeting and not a consultation meeting. Next, suivant. Okay, Marie-Ève will talk you as I finish with this one. Plans urbanisme is not specific. Okay, it's general. It's objective. It's affectation. General use. So we will begin by general consideration and a period of questions, and after each bylaw, one by one, will be explained. Okay. Merci. On va donc commencer avec le règlement, le plan d'urbanisme. Donc, juste pour vous montrer comment la présentation est bâtie. Donc, en haut, plan d'urbanisme, c'est le règlement qui est touché par la demande. Juste en dessous, demande à portée collective, c'est le sujet sur lequel on va traiter. Article 3 du projet de règlement, donc les feuilles qui sont à l'arrière, ça va être à l'article 3 du projet de règlement 114-2. Ce qui va être en vert, c'est les modifications qu'on apporte. Et
au bas de la page, donc c'est la référence au schéma de la MRC ou bien le document complémentaire. Donc, si on commence avec le sujet de demande à portée collective, donc aujourd'hui, sur le territoire de la ville de Sutton, on a 21 îlots déstructurés. Donc, dans le passé, on en retrouvait 2, donc on vient mettre à jour finalement le nombre et on vient aussi mentionner qu'on va retrouver des paramètres de détermination qu'on va retrouver dans le règlement de zonage, tout ce qui est marge de recul, le lotissement minimal, etc. Donc, à cet effet, on vient mentionner que l'action qui sera prise par la Ville à court terme, c'est de modifier ces règlements afin d'y intégrer des normes relatives aux îlots déstructurés, tout simplement. À cet effet, dans certains îlots, certains îlots se retrouvent dans l'affectation récréative. Donc, il faut tout simplement venir mettre à jour la liste des usages qui sont autorisés dans l'affectation récréative pour ajouter que îlots déstructurés y figurent également. C'est la même chose pour l'affectation conservation. Donc, on a des îlots déstructurés qui se retrouvent dans l'affectation conservation. Donc, on vient le mentionner que c'est permis. Dans le même ordre d'idée, on est venu modifier une carte. Donc, en rouge, vous pouvez voir les nouveaux îlots déstructurés qui sont sur le territoire de la ville de Sutton. Maria, peux-tu expliquer, je sais que M. Beauregard a fait, c'est quoi un îlot déstructuré? Répétez, je ne suis pas convaincu qu'il faut s'assurer que les gens l'ont bien compris. Je pense qu'on a une vingtaine. Là. C'est bon. Donc, un îlot déstructuré, c'est en zone verte. Donc, la CPTAQ est venue dire, suite à une demande que la MRC a fait, qu'il y a certains bouts de territoire qui se prêtent à un îlot déstructuré. Donc, le mot vient un peu le dire, c'est de l'agricole déstructuré. Donc, on retrouve davantage de l'habitation, des petits îlots. Donc, la CPTAQ est venue dire, bon, mais on vous autorise sous certaines conditions des résidences au lieu de toujours faire la demande à la CPTAQ. C'est plus clair? Dans le fond, pour un autre sujet, donc les MRC se sont vus octroyer depuis 2016 un nouveau pouvoir par le gouvernement par rapport à la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière. Donc, en 2018, la MRC Brome-Missisquoi est venue établir cette cartographie-là que vous pouvez voir. Donc, en brun, c'est les territoires qui sont incompatibles. En blanc, ce qui serait potentiellement compatible. Pour ça, on est venu intégrer un nouveau portrait diagnostic des carrières et sablières sur le territoire de la ville de Sutton, parce que dans le plan d'urbanisme, on n'avait rien à cet effet-là. Donc, c'est pour ça que c'est en vert comme ça. Et ce qu'on vient mentionner, c'est que la MRC a identifié des territoires qui sont incompatibles et l'octroi de nouveaux droits d'exploration minière est interdit dans ces territoires qui sont incompatibles. Pour ce qui est du domaine privé, on vient mentionner que ça serait autorisé sous certaines conditions. Donc, dans l'affectation agroforestière, mais interdit dans les unités visuelles A1 et A2 et dans les repères topographiques. Donc, je vous explique juste à la diapo qui suit qu'est-ce que c'est concrètement. Donc, sur la première carte, on voit les repères topographiques, donc les zones hachurées rouges et vertes. Donc, ça serait interdit là-dedans. Pour ce qui est de la carte du centre, donc les deux tons de vert les plus foncés, A1 et A2, ça serait également interdit. Et finalement, sur la dernière carte, on voit en beige, ça c'est l'affectation agroforestière où c'est permis. Faut mentionner qu'actuellement, à la ville de Sutton, on a 2 zones où c'est autorisé. Donc, éventuellement, si on reçoit une demande, il faudrait probablement modifier le règlement de zonage, mais pour le moment, on n'a aucune demande à cet effet-là. Par rapport à ça, donc, il faut venir intégrer des actions qui vont se refléter dans notre règlement de zonage. C'est tout simplement prévoir des dispositions qui sont relatives à l'implantation de carrières et les usages sensibles. Un peu comme que je vous ai parlé pour la demande à portée collective, donc on vient mentionner que les carrières sablières seraient autorisées dans l'affectation agroforestière, donc il faut venir mettre à jour la liste des usages qui sont autorisés.
En ce qui a trait à l'environnement, on vient mentionner que la mise en place d'un cadre réglementaire visant les eaux de surface et le contrôle de l'érosion sont des enjeux qui sont importants dans la région ici. Donc, c'était la vision qui existait déjà auprès de la ville. On est venu un peu la bonifier avec le cadre de la MRC. Avec ça, on est venu créer une nouvelle grande orientation. Je vais vous la lire parce que c'est un peu petit. Donc, réduire les impacts de l'occupation du territoire sur le réseau hydrique et l'écoulement des eaux de ruissellement. Donc, avec tout ça, on est venu créer des actions qu'on va refléter dans notre règlement de zonage. Donc, comme Alain vous mentionnait, c'est vraiment un outil de planification. Les normes concrètes se retrouvent dans le règlement de zonage. Donc, c'est une grande orientation. Donc, on a plusieurs objectifs et actions à cet effet-là. Et en même temps, on vient ajouter une action dans une orientation qui était déjà existante, qui est de prévoir des mesures d'atténuation sur le milieu hydrique lorsque des ouvrages ou des constructions réalisées y sont autorisés. Également, par rapport aux pentes fortes, donc on avait une action qui existait dans notre plan d'urbanisme, on vient la supprimer. Donc l'action était de régir l'implantation de bâtiments dans les zones de forte pente. Donc les pentes fortes, c'est 30% et plus. On vient tout simplement mentionner que ce n'est pas quelque chose ici qu'on va garder. Donc en fait, l'AMRC autorise maintenant certaines constructions dans les zones de pente forte si encadrées par PIA. Donc ici, pour le moment, à court terme, ce n'est pas la volonté du Conseil d'autoriser l'implantation dans les zones de pente forte. On profite également de la concordance pour mettre à jour le plan de contraintes particulières. Donc, la seule modification, c'est le petit cercle rouge. Donc, avec les demandes de portée collective, il y a eu une demande d'exclusion également qui a été acceptée. Donc, dans le cercle rouge, c'était 2 petits terrains qui étaient en zone verte, qui ne le sont plus avec l'autorisation de la CPTAQ. Est-ce que vous avez des questions sur cette portion-là? Any questions in regard to this? I've been trying to follow with the document, that is on the website. Are we going to have access to that eventually? Because that's quite a lot more detailed and explanatory. This is pretty vague. It's the same information that you found. It just with my application you can find this here. You can find that I'm telling you what's new, what's old, and what we already have in the bylaw. So Okay, this is the big difference between your document and this. It's the same thing. Because what I did, I took this, Mm-hmm. The thing you had on your notice, and I went back to 114 original and printed up each page Yeah, that matched each that's what you have to do. item that you talked, but It's- that's not it's- very clear. No, it's hard. A Yeah, huge effort. it's difficult. That's why I'm saying your presentation gives a lot more information. Are you gonna put it on the website for people who might be interested? Well, it's a video information. But your PowerPoint, could you put it on the web so people can study it? Because we can't read it. Mais là, je peux pas répondre. excusez. For me, it's now public because we show you, and it's a public meeting. Yeah. So I believe it's possible to have this on our Yeah, site. I mean, I would like to be able to sit, really read it, and because there's a lot of information. Of course. That would make this consultation a lot more valuable to everybody, and we could go and say, hey, guys, you should go and look at it, because nobody's here. Okay, as we are few people, I will ask everybody your phone number or email and to confirm you tomorrow that it will be on our site. I have to ask authorization, but I believe it's possible because it's public now. Yeah, okay, great, yeah, it would be really helpful. Okay. Oh, excusez-moi, Madame Comtois. Allez-y avec le... Mais c'est juste pour mieux comprendre. Tout à l'heure, vous avez dit que la nouvelle réglementation approuvée par la MRC accepte des constructions sur des pentes de 50 degrés jusqu'à 50, entre 30 et pentes fortes
si c'est en concordance avec le plan, blablabla. Là, je me souviens plus quoi. Dans le fond, la MRC vient dire que eux permettent l'implantation dans des pentes de fortes, 30% et plus, quand c'est encadré par un PIA. Donc, un PIA, j'ai peut-être été vite là-dessus, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui a des objectifs et des critères par rapport à l'installation dans des fortes pentes. Pour le moment, ici, on ne va pas adopter de PIA. Et ça veut dire... on avait parlé pour la stabilisation. Oui. Ce que j'ai... On va le voir bientôt. Ce que j'ai compris, je vois ça moi Marie-Ève, corrige-moi là, si, parce qu'on a posé la question en caucus, et plus que 30%, la seule ouvrage que j'ai, où on pourrait approuver un PIA, serait pour la stabilisation des pentes, c'est ça qui est présentement. Parce que la question que j'avais posée, c'était est-ce qu'on peut permettre d'avoir, disons, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, un lookout, un poste d'observation, et on m'a répondu que non, c'est seulement stabilisation des pentes qui est permis. L'autre point que j'aimerais faire aussi, parce que tu as parlé des TIAM, vous avez vu les zones blanches, mais en réalité, et sans rentrer dans le détail, essentiellement, il y a juste deux, ce que j'ai compris, hein, il y avait seulement 2 places où les TIAM étaient... Hein? Oh, c'est à venir, excusez-moi. Je vais vous le montrer. Est-ce que je parle trop vite? Questions? Ça va, du début? OK, parfait. Merci. On va donc continuer avec le règlement de zonage où on va vous présenter les travaux autorisés dans les pentes fortes et les territoires qui sont actuellement autorisés pour les carrières et sablières. Donc, juste avant, le règlement de zonage, c'est le règlement, c'est le document qui vous permet de diviser le territoire en zones et de régir, entre autres, les usages sur le territoire. Tel que vous pouvez le voir dans le titre du projet de règlement, on mentionne corrigeant la numérotation de la zone H59 par H05. Donc, c'est dans le titre. On va commencer par là. Donc, c'est tout simplement une erreur qu'on a trouvée au plan de zonage A. Donc, tous les autres plans de zonage qu'on a identifient le bon numéro de zone. Donc, on vient corriger une erreur cléricale. Donc, on devrait retrouver H59 et non H05. Donc, c'est vraiment juste une petite coquille qu'on vient corriger. Par rapport à ce qui est des terminologies, donc tout au long de la présentation, je vais vous en présenter quelques-unes par rapport à un sujet bien distinct. Donc, dans ce cas-là, c'est plus par rapport à l'environnement. Donc, c'est des terminologies, des définitions qu'on vient prendre de la MRC. Donc, on est venu modifier certaines de nos définitions et on est venu ajouter certaines définitions. Donc, vous pouvez voir ça dans l'article 3 et 4 du projet de règlement. Donc, certains termes qui vont vous aider peut-être à bien comprendre où qu'on s'en va. Donc, construction, fossé, la ligne des hautes eaux, le littoral, milieu humide, ainsi que risberme. Ça va venir. Donc, on va commencer avec le... Je vais l'expliquer plus en profondeur tantôt. Donc, par rapport aux bandes riveraines, donc toujours dans un cadre de concordance, on vient indiquer que pour toute nouvelle subdivision de terrain qui mène à la création d'un lot, donc lorsqu'on vient lotir, créer un lot, on vient instaurer une bande riveraine minimale de 15 mètres à protéger. Donc, souvent, on entend parler des bandes riveraines qui ont entre 10 et 15 mètres selon la pente. Lorsqu'on fait un nouveau lotissement, une nouvelle bande riveraine de 15 mètres vient se créer automatiquement. Par rapport aux dispositions relatives aux rives et au littoral, on vient par la concordance assujettir les milieux humides. Donc, dans le règlement qu'on trouvait, je vous rappelle qu'en vert, c'est ce qui est ajouté. Donc, les dispositions relatives aux rives et au littoral, c'était juste assujettir les lacs et cours d'eau. Aujourd'hui, on vient dire que les milieux humides sont également assujettis à ces dispositions-là. Et on vient préciser que tous les cours d'eau
que ce soit à débit régulier ou intermittent, sont également assujettis. En règle générale, tout est interdit dans la rive sauf certains travaux. Donc, on vient permettre la coupe d'assainissement, la récolte d'arbres de 30 la coupe nécessaire pour des travaux de nettoyage qui sont autorisés par la MRC et la Ville, évidemment. On vient également permettre tout ce qui est relatif à l'aquaculture, l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier sous certaines conditions. Donc, les conditions ont 2 pages selon quel est le type de pente. Et on arrive à la fameuse risberne. Donc, la risberne, dans le fond, c'est un ouvrage de remblai végétalisé qui vise à concentrer l'eau de ruissellement en provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d'érosion. Donc, sur le dessin, on voit, on augmente le niveau de terrain pour éviter l'écoulement direct dans l'eau. Donc, on vient, dans la rive, permettre l'aménagement d'une risberne, c'est seulement en zone agricole. On vient également permettre l'aménagement d'un bassin de décantation, la construction d'un bâtiment accessoire. Donc, le petit paragraphe I que vous voyez était déjà applicable aux maisons. Donc, on vient également à l'assujettir aux bâtiments accessoires. Et évidemment, c'est sous certaines conditions. Et tout ce qui est intervention visant un milieu humide. Dans un autre ordre d'esprit, donc les définitions renaturalisation et revégétalisation vont être utiles pour la prochaine partie. Donc, on vient mentionner que lorsqu'une rive d'une propriété est artificialisée avant le 29 octobre 2015, une bande d'une largeur de 3 mètres doit demeurer à l'état naturel. Par ailleurs, lorsqu'une maison a été légalement érigée dans la bande riveraine, donc ça se fait souvent avant l'entrée en vigueur de la loi, le propriétaire peut, à l'intérieur d'une bande de 1 mètre autour du bâtiment, entretenir et tondre le gazon. On vient également ajouter des dispositions qui sont relatives au littoral. Donc, toujours dans l'esprit de concordance avec la MRC, on avait déjà un article existant, mais on est venu le modifier. Donc, ce que ça modifie, c'est qu'on va permettre les passages à gué et la machinerie agricole. On vient également mentionner, préciser quels sont les travaux de nettoyage qui sont autorisés. Donc, le retrait de déchets, le dégagement végétal, donc tout ça serait autorisé désormais. Dans un autre ordre d'idée par rapport aux zones à risque de crue, on vient mentionner que pour des raisons de sécurité, un ouvrage qui est dans une zone de risque de crue pourra être augmenté de 25 % de sa superficie pour des raisons de sécurité publique. L'exemple que je peux vous donner, dans le fond, c'est que, par exemple, qu'on aurait une route qui appartiendrait à la municipalité et que, pour des raisons de sécurité, les pompiers ne pourraient pas passer, donc on pourrait venir l'augmenter de 25 % de sa superficie. C'est vraiment le seul exemple que j'ai réussi à trouver pour cet article-là. Par rapport au remplacement des arbres, donc notre règlement actuel vient mentionner que lorsqu'un arbre est abattu à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il doit être remplacé. Cette norme-là, on vient l'ajouter, puis on dit finalement que tout terrain qui est occupé par un bâtiment principal et qui coupe un arbre doit le remplacer. Donc, on vient uniformiser le tout sur le territoire de la ville de Sutton. Malgré les normes qu'on a actuellement par rapport à l'abattage d'arbres, la MRC est venue nous demander d'être un peu plus restrictif. Donc, dans certaines zones, on permet un déboisement tout déboisement sur plus de 3 hectares ne peut excéder le tiers de sa superficie totale du boisé pour une période de 5 ans. Dans certaines zones de conservation, on va permettre une coupe d'éclaircie d'au maximum 30 % sur une période de 10 ans. Et dans d'autres zones, on vient mentionner que tout déboisement ne peut excéder un demi-hectare par période de 5 ans. Donc, ces normes-là, c'est des normes qui sont plus restrictives et qui sont applicables à certaines parties du territoire. Donc, c'est eux qui vont devoir être appliquées puisqu'elles sont plus sévères. Juste vous mentionner par carte, donc visuellement, quel territoire que ça touche. Donc, ça touche une grande partie, finalement, du territoire de la ville en cas de coupe d'arbres. Pour continuer, donc, secteur de pente forte. Donc, encore une fois, on est venu prendre la définition que la MRC a donnée dans ses documents. Et on vient
en fait précisé. Donc, c'était un article qui était déjà existant. En vert, encore une fois, c'est les modifications qu'on apporte. Donc, on vient mentionner que dans les zones de forte pente, 30 % et plus, seuls sont autorisés les travaux et ouvrages de stabilisation des pentes si encadrés par PIA. Et on vient également mentionner que le remplacement des ouvrages existants pour des activités et équipements récréatifs, c'est autorisé, à moins qu'on modifie les caractéristiques du terrain. Également, encore une fois, on vient prendre la définition de la MRC afin d'établir les secteurs de pente forte. Donc ça s'applique davantage aux professionnels, juste pour qu'on puisse avoir une uniformité au niveau des pentes qu'on reçoit des arpenteurs, plus précisément. Par rapport au contrôle de l'érosion, dans le fond, cet article-là vient établir quelles sont les interventions qui seraient assujetties à des mesures de contrôle de l'érosion. Donc, par exemple, on vient dire que tout remaniement à l'intérieur d'une bande de 100 mètres en bordure d'un lac serait assujetti, tout remaniement de sol de plus de 250 mètres carrés également, la réfection d'une voie de circulation, l'enlèvement de souches sur une surface de 250 mètres carrés également. On vient mentionner, par exemple, par contre, qu'on a des exemptions. Donc, tout ce qui est remaniement du sol effectué à des fins d'activité agricole et le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale. Toujours dans le cadre du contrôle de l'érosion, on vient mentionner que lorsque les gens font des travaux, donc tout ouvrage et tout travaux de remaniement du sol ne doivent pas engendrer de l'érosion et ne doivent pas causer un transport de sédiments et de polluants à l'extérieur du site. Donc, en majorité, c'est un article qu'on avait déjà, mais on est venu un peu le bonifier avec la concordance. Donc, on parle des mesures de mitigation temporaire. Dans le fond, vous en voyez souvent les membranes noires qu'on voit sur les bords de chemin. Donc, ça, c'est une membrane géotextile pour retenir justement les sédiments. Par rapport au chantier de construction, donc cet article vient spécifier que certaines interventions doivent être encadrées. Donc, on mentionne qu'aucun sol ne doit être laissé à nu. Les mesures de contrôle mises en place doivent être adéquates. Il faut procéder le plus rapidement possible à la stabilisation permanente des sols et minimiser le remaniement des sols pour la circulation de la machinerie. Par rapport à la préservation d'une surface végétalisée, telle que l'on retrouve dans le tableau au bas de la page, un pourcentage de la superficie du terrain doit être végétalisé, et ça en fonction de l'usage et de la superficie du terrain. Donc, si on a un terrain qui est de 1000 m² pour un usage résidentiel, il faut au moins conserver un 20 %. Dans le cas où on ne peut se conformer aux exigences du tableau précédent, il faut respecter, en fonction du tableau que l'on voit ici à l'écran, un nombre minimal d'arbres et d'arbustes sur le terrain. Encore une fois, par exemple, un terrain de 1000 m², usage résidentiel, donc on a droit, il faut planter au moins 3 arbres et 5 arbustes. Toujours pour faire suite au deuxième tableau que je viens de vous présenter, un terrain qui ne comporte pas le nombre minimal d'arbres et d'arbustes doit être végétalisé. Et il y a également des exigences qui sont relatives à l'implantation de commerces et d'industries. Dans le même ordre d'idées, on permet, selon la dimension du terrain, une superficie maximale de déboisement. Donc, si on a un terrain de 5000 m² et plus, on a le droit de déboiser un 2000 m². Cependant, on a des zones où on est plus restrictif. Donc, conservation, ça va être 1000 m². Les zones protection altitude moyenne, donc les zones qui sont à 350 mètres d'altitude et plus, sont à 1200. Et dans les zones rurales, 1400 maximum. On change de répertoire, donc pour ce qui est des TIAM, donc les territoires incompatibles à l'activité minière, encore une fois, c'est des définitions qu'on est venu prendre les mêmes que la MRC, donc notamment site minier, substances minières, usages sensibles aux activités minières et territoires incompatibles à l'activité minière. Donc, suite à votre demande, on l'avait déjà prévu. Donc, voici les deux zones où actuellement les carrières et sablières sont autorisées dans la grille des spécifications. Donc, la première, c'est la zone A03 qui est sur Mont-Éco. C'est en zone verte. Donc, en zone verte, demande autorisation de la CPTAQ. Et la CPTAQ a donné l'autorisation pour un certain nombre d'années. Et
la zone I01, donc là où il y a le garage municipal, finalement, les carrières et sablières sont également autorisées. Par rapport à ce qu'on vous disait dans les objectifs du plan d'urbanisme, donc par rapport à l'implantation et l'usage et la cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire entre les carrières, sablières et autres sites miniers et les usages sensibles aux activités minières, on vient instaurer des distances minimales à respecter. Pour votre information, un usage sensible aux activités minières, c'est tout ce qui est résidence, établissement d'hébergement, les écoles, les garderies et les activités récréatives telles que parcs, sentiers, ski et golf. On poursuit avec les îlots déstructurés. Donc, pour votre information, depuis juin 2013, la MRC a adopté un règlement visant à intégrer des normes relatives aux îlots déstructurés suite à une autorisation auprès de la CPTAQ. Un îlot déstructuré, c'est en fait des entités ponctuelles de superficie restreinte qui sont déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquels subsistent de rares lots vacants, enclavés et récupérables pour l'agriculture. Donc, suite à ça, suite à la demande de portée collective de la MRC, on a finalement 21 zones agricoles déstructurées, donc des zones AD. On a 21 nouvelles grilles des spécifications par le fait même, et on abolit une zone, la A14, tout simplement parce qu'elle correspondait finalement à l'intégration de 2 îlots déstructurés. La CPTAQ, c'est la Commission de protection des terres, territoires, je me trompe toujours, agricoles. Donc, toujours dans les fins de la concordance avec la MRC, donc on est venu modifier et on est venu ajouter une terminologie. Donc, ce n'était pas un terme qu'on avait à notre règlement. Donc, îlot déstructuré avec ou sans morcellement. Je vais vous expliquer un peu plus loin en quoi ça consiste. En bref, le règlement de zonage identifie les usages qui sont autorisés. À cette liste, on doit donc ajouter agricole déstructuré. Dans le même ordre d'idées, de nouvelles zones sont créées. Il faut donc les assujettir à une réglementation particulière pour tout ce qui est usage accessoire, tel que garage, remise. Donc, on vient mentionner, en ajoutant la zone AD, qu'il y a des distances à respecter avec le terrain et le bâtiment par rapport à l'implantation de bâtiments accessoires notamment. Aussi, cet article, dans le fond, on vient mentionner que dans une zone agricole déstructurée, il est permis, sous certaines conditions, d'y implanter une résidence. Dans cet article, on retrouve des dispositions qui sont relatives aux zones agricoles déstructurées. Par exemple, donc, on vient mentionner que les distances séparatrices qui s'appliquent uniquement aux résidences qui étaient établies avant 2011. On mentionne qu'une limite de zone agricole déstructurée n'est pas un périmètre urbain. Le déboisement maximum est de 2000 m². Un terrain qui est contigu à un champ doit avoir une bande tampon de 10 mètres. Le puits doit se retrouver à 30 mètres d'une ligne de champ et une seule entrée de cours peut être aménagée. Par rapport à ces îlots, donc on vient mentionner que c'est des îlots qui sont sans morcellement. Donc le lotissement est interdit. On ne peut pas venir subdiviser certains lots. Donc les lots qui ont été identifiés par la MRC et la CPTAQ, eux sont venus dire, bon, bien ces lots-là ont encore un certain potentiel, donc on ne vient pas les diviser. Tout simplement. Donc, on vient mentionner qu'il y a des restrictions à respecter. Donc, une seule résidence par unité foncière et une superficie maximale de 5000 m² qui peut être utilisée à des fins résidentielles. On va vous présenter les nouveaux îlots déstructurés, donc juste pour que vous ayez un peu une idée de où ils sont situés sur le territoire. Donc, près du chemin Watika, la North Sutton et la route 139, on a un nouvel îlot à cet endroit-là. Près du chemin Mont-Écho, Mansville, on a également un nouvel îlot. Puis comme vous pouvez voir, donc à droite, c'est maintenant et à gauche, avant. Puis on peut voir quand même avec les lots que c'est vraiment des territoires qui sont déstructurés par le nombre de petits lots qu'on retrouve très souvent.
On a également, sur le chemin Draper, donc on a 4 nouvelles zones d'îlots déstructurés. Donc, chacune ont des dispositions particulières. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un seul et unique îlot. Par la suite, donc, chemin Mansville, chemin Ely. Donc, on a encore des nouveaux îlots qui sont créés. Donc, ici, chemin La Plante, chemin North Sutton, chemin Macy. Donc, c'est quand même très dispersé sur le territoire, comme qu'on peut le constater. Donc, ici, à côté, dans le fond, près du presbytère, donc, il y a une partie qui est en îlot déstructuré maintenant. Et encore une fois, donc, chemin Jordan, près de Cynic, Schweizer. Donc, c'est des nouveaux îlots qu'on retrouve et si vous connaissez le territoire, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de résidences à cet endroit-là. Donc, ici, c'est la zone A14, donc je vous parlais, qui a été absorbée finalement par 2 îlots déstructurés. Donc, la zone A14 est tout simplement abolie pour, en fait, instaurer AD19 et AD20. Ça, c'est plus dans Glen Sutton, pour votre information. Et finalement, donc, la zone AD21, qui est proche du chemin Rosenberry. Donc, ces 21 zones-là créent 21 grilles des spécifications. On a décidé de ne pas vous présenter les 21 grilles. Vous les avez dans le projet de règlement. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, par exemple, donc, on a pris la grille AD01. Donc, en haut, avec les points, c'est les usages qui sont autorisés. Donc, dans la grille AD01, on permettrait l'unifamilial, on permettrait, sous certaines conditions, la restauration et l'hébergement. Donc, on vient mentionner que seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la CPTAQ avant juin 2010 sont autorisés. On vient également mentionner les marges minimales pour l'implantation d'une habitation et des bâtiments. Et dans ce cas-là, c'est un îlot qui est avec morcellement. Donc, la personne pourrait subdiviser son lot. 3000 mètres carrés pour une habitation avec un frontage de 50 mètres et une profondeur de 60, par exemple. Donc, chaque grille, donc les 21, ont des dispositions particulières. Est-ce que vous avez des questions? I just would like to know these ADs, how is that a concordance? They look like new zones. Yeah. I get the rest, In fact, but they're unique to Sutton? yeah, because they are on our territory. But what you can see is the Bromissisquoi-Mercy gave us some. They gave us 21 new district rural area tracks, and they were already delimited. So we didn't decide that the new area were there. They gave us the information. Has the usage of them changed? Excuse me? Est-ce que l'usage de ces petits lots a changé? Of course, because why we have the structural tracks, it's because now you can have houses. So in majority, it's new houses you can build on this land, on this land. Okay, so what, but why wouldn't that be subject to the normal approval process? It's only because it came from the MRC. So we're stuck with it. Yeah, pretty much. We can't have it But doesn't. my understanding is that it's already gone through the CPTAQ, who have given us, said, okay, no issue. They've identified those îlots déstructurés as being, according to la grille. Vous avez une grille aussi qui est utilisée. There's a chart there that which is used by the CCU. C'est utilisé par No, by us. by them to decide what is eligible, what is not eligible, according to. So there's no way for citizens who live in that zone to say, I don't want this. No, because it comes from the government. So the CPTQ is pretty much the government, so it comes from us, from them. And
in this specification grid, the information that you find is from the MRC and the CPTAQ from the decision. In the first page of the 115-10-2019 bylaw, you have the decision of the CPTAQ, and it's there that we're showing you this tonight because it's coming from this document. You have a question? It just seems to me that this is the étalement of the residential aspect of the perimeter of the village. You know, one minute you say, keep the development within the urban perimeter. Concentrate. To stop étalement, this spreading out of the services. What you're doing here is you're making little housing developments all over the place because somebody at the MRC has decided it. Because it should be something for people here to decide. Yeah. We have to pay for the services that are going to go out there. I understand, but I think a decision has already been made. And I'm sorry to say, but il faut vivre avec. If I understand your question, because we authorization A and D to have new building, new house, it's not a reason to have academic or sewage infrastructure. Each one will have its only well and his only septic tank. Vous savez qu'anciennement, Sutton Junction, chaque maison était indépendante avec un puits septique. Et finalement, on arrivait avec assez de maisons, assez de concentration, qu'il fallait construire un petit septic system. Okay. Comme une petite, parce que c'était trop. La même chose peut arriver dans ces petits hamlets, comme vous dites. Ok, Marie-Ève va me corriger si je me trompe, mais each area for a new house in ED, it's 3,000 meters surface. On demande des grands terrains dans ces îlots déstructurés-là, 3,000 mètres carrés. OK. 3,000 meters, square meters for a land, it's enough for it. Pas les mini-lots. Ça ne sera pas les mini-lots. Non. Parce que la grandeur du terrain permet d'être autonome en puits et en fosse septique. Mais je vais vous poser la question plus générale pour peut-être répondre plus précisément à la préoccupation de Mme Dyer qui est, bien, on veut densifier. C'est quoi, dans les îlots structurés, les 21, y a-t-il un grand potentiel de développement selon vous? Selon moi, non, parce qu'on exige quand même des grands terrains. Fait qu'une future construction en îlot déstructuré, on va exiger 3000 mètres carrés. C'est grand, là. La personne peut avoir son puits et sa fosse septique facilement, là. Ça ne va pas générer de densification, à mon sens, là. OK, merci. Déchets pendant l'été, tout ça, on fait une extension des services. Peut-être pas des infrastructures, des égouts et de l'eau, mais on met la pression sur toute la nappe phréatique quand on étale les maisons partout dans la région. On parle une place il faut garder et protéger les eaux et les eaux de surface, les zones humides, mais si on déplace les maisons partout, on ne peut pas les garder et protéger. You're always talking about AD, what you mean? Okay. See AD as an exception or a gift of CPTAQ, okay? AD are defined because there is mainly house building and there is few vacant lot. So AD consequence is a couple of house more, and so it won't need more
maintenance of road and something like that. It's usually a little petit possibilité additionnelle de construction, peu de maisons additionnelles en général. Does that answer your question? Not true. I'll get back to you later. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on peut passer. On va donc poursuivre avec le règlement de lotissement. Bref rappel, donc le règlement de lotissement vient régir les opérations cadastrales, entre autres. Dans le cas où le morcellement, donc on est toujours dans les îlots déstructurés. Donc, je vous ai présenté le règlement de zonage. Dans le règlement de lotissement, on doit également retrouver des normes à cet effet-là. Donc, dans le cas où un morcellement est interdit, on vient de préciser pour les zones où cela est applicable et le lotissement d'une propriété foncière dans le but d'usage résidentiel est prohibé. Donc, on le retrouve dans notre règlement de lotissement. Et dans certains cas, il faut s'assurer, toujours dans les îlots déstructurés, de conserver un 15 mètres de frontage avec la rue lorsque le terrain a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. Donc, encore une fois, on vient le mentionner dans le règlement de lotissement. Et ça fait le tour du règlement de lotissement. Mère est partie. Ah, mais c'est pas vrai. OK. In one word, Marie-Ève gave you a good example, limitation of AD. What is written is when the land is so wide, so important, no subdivision. So no construction. There's two kinds of AD. AD without subdivision and AD with subdivision. And when land-free, lot vacant is so important, no subdivision. We still are encouraging housing is still out. And you have to have a certain quality of truck, winter, summer, the purchase of the truck, the maintenance of the roads, those fall on everybody in the town of Sutton. Okay, we've already spent $2 million in a year on trucks. And then we've got all the maintenance and stuff that's coming along with municipalizing roads. That is something that is specific to Sutton. And the MRC is overstepping, really, their right to come into our territory and say, yeah, you can have it all over the place here. And then you're going to have the roads to norms, to standards, and then you're going to have the trucks to standards, and the people in the village are going to pay for that so that we can have houses out there. And that should be a decision by referendum of the people of Sutton, not from the office of Mr. Demarat over in the MRC. It's a local expense which is going to land on the taxpayers specific to this town. Knowlton's not going to help pay for our new trucks. You know, Cowansville isn't. That's our burden. And it's being decided arbitrarily over in Cowansville. That should be subject to a referendum. That is specific to Sutton. It's not concordance with the whole area of the MRC. That's my point. Okay, I understand. Honestly, I never see AD generate more trucking, more effect on taxpayer. Surely, I never see consequence like that because there is so few house more on in the AD. Well, I think you need to go drive around. Go up on Jericho Road and up those roads. And those, you can't just put a third-rate pickup truck up there to plow those roads. That's why we have all these, we have good trucks, we have good equipment, we need it. But the roads have to be to standard, and then we have to all pay because somebody wants to live up there. Est-ce qu'il y a des îlots déstructurés, Jericho, en ce moment? Jericho, there is no AD, I believe, in this around Jericho or Wilson. There is no AD. That as an example, but I Okay. looked at the map where there are the ADs. Yeah, they're here and there all over the place. Okay, I've already spent
spent a few hours going over them all, and they are scattered around. And they are going to demand the good services from our nice Western or Eastern Star trucks. The town has supported getting good equipment because we do have these roads out there. We're in it. Why make it any bigger? Anyways, the decision of the CBDQ is since 2013, so it's been already 5 years. So we can see what's the difference between 5 years ago and now, and I don't think there's a lot of difference between these two times. Yes, they extended the perimeter of Sutton to include that area for that new development of Via Verger. They extended the perimeter. We've extended it in some other places. Why don't we keep the development in those areas that we've already moved to enlarge the perimeter of the town, to stop the étalement that they, I mean, it's right in all the government papers. I hear, but Madame Dyer, I don't want to blame, we inherited a certain situation. I'm sure this council is very aware that si on densifie pas, you're right, we're adding a burden to all of the citizens. You know, on Sunday I drove on Cushion Road, which is, it goes all the way to the border, and there's very, very few houses on Cushion Road. It was the first time there. I understand what you're saying. I can tell you that this council doesn't want to l'étalement urbain, c'est comme ça le bon terme. I think with les îlots déstructurés, c'est pas, surtout en fonction du nombre de mètres carrés, de 3000 mètres carrés, it's not going to have a major impact. But I hear you, your concern. It's urban sprawl. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va donc poursuivre avec le règlement de construction. Donc, le règlement de construction vise habituellement la sécurité, la salubrité, la santé dans les bâtiments. Comme vous pouvez voir dans le titre du projet de règlement, donc il y a une partie qui est à des fins de conformité. Donc, à cet effet-là, on vient mentionner que les gouttières à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ne peuvent pas être accordées au réseau d'égout sanitaire ou pluvial, au fossé, à la voie de circulation, ni au réseau hydrographique. Donc, on vient tout simplement dire de conserver ces eaux sur son terrain. Et en deuxième partie, donc, corriger l'édition du Code national du bâtiment en vigueur. Donc, le règlement de construction a été adopté en 2007 et fait référence au Code de construction de 1995 qui n'est plus utilisé par la Ville depuis longtemps. Donc, en ce moment, on utilise l'édition 2010. Donc, on vient mentionner que toutes les références au Code national du bâtiment de 1995 deviennent tout simplement Code national du bâtiment en vigueur. Donc, pour votre information, le règlement de construction n'est pas un règlement qui est à approbation référendaire. Donc, on vient profiter de la concordance pour corriger l'édition en même temps. Bon, ça concerne le code, il n'y a pas bien de marge de latitude concernant ça. C'est de la concordance au... On se met à jour aussi, là. Oui. You have any question on the... you have any question on building code? No? Okay, allez-y. Parfait. Donc, on va donc terminer avec le règlement sur les permis et certificats. Donc, c'est le permis qui, en fait, il contient les documents qu'on doit fournir lors d'une demande de permis. Donc, toutes les modalités administratives. Dans le cadre de la terminologie qu'on a ajoutée au règlement de zonage, donc je voulais juste vous ramener la définition de projet de développement. Donc, un développement sous forme de projet intégré qui vise la construction d'un ou de plusieurs bâtiments. Et donc, on parle de 3 bâtiments et 3 lots. Donc, lorsqu'on a un projet de cette ampleur-là, la personne, le requérant, doit donc déposer une caractérisation environnementale qui contient les éléments indiqués sur la diapositive.
Encore une fois, donc dans les règlements de zonage, en termes de terminologie, donc on a un plan de gestion des sols et des eaux. Donc c'est un document qui est réalisé par un professionnel et on vient mentionner qu'un un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement préparé par un professionnel doit être déposé lors de travaux de remblai et de déblai sur une superficie de 1500 mètres carrés. On vient mentionner les documents à fournir qui doivent être inclus dans ce plan de gestion des sols. Donc, pendant 3 pages, donc c'est les documents qui doivent être fournis dans le plan de gestion. Et on vient mentionner que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lors du remaniement effectué à des fins agricoles et lors d'une urgence environnementale. Une urgence environnementale, en fait, c'est une situation qui est extrême, qui fait en sorte que tout délai pourrait aggraver la situation. Pour votre information. Pour ce qui est des mesures de contrôle de l'érosion, donc on vient dire qu'il y a certaines techniques et méthodes qui sont considérées comme des mesures de contrôle. Donc tout ce qui est gestion des déblais, confinement des sédiments, collecte et filtration des eaux de ruissellement, exécuter les travaux en phase également. Et lorsqu'on fait un tel ouvrage, donc ça doit être assujetti aux mesures de contrôle de l'érosion. Donc on doit fournir les documents suivants. Et finalement, donc, puisqu'on est venu ajouter un chapitre sur les mesures de contrôle de l'érosion, il faut tout simplement changer la numérotation des articles qui existent dans le règlement actuel. Donc, l'article 58 devient 60, l'ancien chapitre 8 devient 9, tout simplement pour suivre la suite logique des choses. Je voulais juste comprendre au niveau du remblayage d'un terrain, est-ce qu'il y a une différence entre avant et aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous voulez préciser? Avant, il fallait demander un permis pour faire du remblayage? Il faut toujours un permis. Là, on est venu établir des normes lorsqu'il y a un déblai, un remblai sur une superficie de 1500 mètres carrés et plus. Donc, un permis est toujours nécessaire pour le déblai-remblai de petite superficie, mais quand on fait un gros déblai-remblai, un projet de développement, disons, il faut fournir davantage d'informations. Les permis environnementaux, est-ce qu'on serait obligé de suivre la nouvelle loi 132 pour protéger tous les milieux hydriques? Parce qu'ils sont beaucoup plus restreints que l'ancien. You're talking about wetlands? Yes, I'm talking about, it's not just wetlands, it's all surface water, everything, the requirements to acquire a certificate, environmental approval in terms of all surface water, nappe phréatique, the whole area, it's much more demanding than it used to be. Yeah, this is municipal bylaws, so it's sure that MRC and the government, if they have a specific bylaw, we need to respect them also, for sure. Okay, and when a developer comes in and he has his own firm do his assessment, does he have to conform to 132? Est-ce qu'il doit suivre les normes de 132? Est-ce que les citoyens peuvent savoir s'il a suivi les normes? It's sure that if they are deposited a permit, they have to respect 132 for sure. Yes. Okay. As of Yes. 2017? Yeah, because it's a governmental bylaw, so we have to respect that. Marie-Ève, I want to ask you, somebody comes in your office and they want a permit to build, and you know that there are wetlands. So in the process, I want to get to, do you apply? No, it's for them to apply to the ministère to get the permit?
How does it work? Yes, but I guess they won't obtain anything. Ils l'auront pas du gouvernement. Parce que le gouvernement veut les But conserver. they will ask for the permit, but you believe that it will be refused, and so therefore you will not issue Oui, a mais building c'est la permit. responsabilité du citoyen d'obtenir ses autorisations, OK. puis de venir nous voir après. So it's not, basically what you're asking is that we don't go ahead, give a permit, we make sure that everybody, all concerned ministries have given their approval prior to issuing the final permits. It has to stick to 132. I don't know about that portion of your question, but Sometimes a private evaluation, yeah. it doesn't meet the same norms as a government evaluation. Yeah, but essentially, with all of this concordance, my understanding, and correct me, Marie-Ève, it tightens the rules and there are less loopholes. Is that the proper term for people to slip in and do what they're not supposed to do? Does that answer your question? Thank you. J'ai une dernière diapo pour vous, donc juste pour vous montrer l'échéancier qui est projeté. Donc, on fait la séance d'information aujourd'hui. L'adoption du règlement lors de la séance du conseil municipal du 7 octobre. Le certificat de la conformité de la MRC à la séance des maires le 15 octobre et éventuellement l'entrée en vigueur. C'est ce qui est projeté. Et c'est tout. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, M. Beauregard, pour... Plein d'applaudissements. Any more questions? Vous avez pas de questions? Alors, merci. Bonne soirée.